Je vais inviter Carter à d'abord partager son écran, puis ensuite, ça sera à toi de nous faire connaître la multidisciplinarité. OK, merci beaucoup Thierry. Merci de m'avoir ici aujourd'hui avec vous autres. Je voudrais commencer par dire un grand merci à Ivado pour me financer, mais aussi pour m'embêter, comme je viens de dire. Je voudrais aussi remercier l'Université de Montréal, le Centre de recherche en astronomie du Québec, le CRAC, que je suis un membre, mon lab extra, et donc aujourd'hui, je vais parler de mon parcours vers l'intelligence artificielle. Je vais commencer avec un peu de background sur moi. J'imagine que c'est évident à tout le monde maintenant que le français est pas ma langue maternelle. C'est vrai, fait que d'où je viens de à peu près 18 heures par route d'ici, dans une petite ville juste hors du Charleston, qui est une des plus grandes villes aux Carolines du Sud aux États-Unis. Euh, Juste pour te donner un exemple, ça c'est une image du centre du Charleston, près de la plage au milieu de janvier. Fait évidemment, la température est à peu près 30 degrés Celsius. Donc pour moi, c'était un peu d'un choc de venir ici à Montréal pour ma première hiver, quand ça c'est vraiment l'image de mi-janvier en Montréal, après au Caroline du Sud. Donc j'ai fait mes études au bac au College Charleston, c'est une université qui est située dans la ville du Charleston. C'est une vraiment ancienne université, c'est une des plus anciennes aux États-Unis en fait. J'ai fait mon bac en deux sujets. J'ai fait un bac en astronomie et en même temps j'ai fait un bac en mathématiques computationnelles et théorétiques. Donc le College of Charleston, l'université est vraiment petite, qui est excellente. Parce qu'on n'a pas, en fait, des étudiants au cycle supérieur en département du maths ou département du physique. Donc, ça me donne l'occasion de travailler pendant mes 4 ans à l'université. Rappelez-vous que l'université aux États-Unis est 4 ans, pas 3 ans. Donc, j'ai fait la recherche avec un superviseur pendant 4 ans comme étudiant au bac. Ça, c'est moi. J'ai fait une présentation en conférence sur le trou noir supermassif, le sujet de ma recherche, à Madrid. Donc, pour moi, c'était vraiment une belle occasion. J'ai fait plusieurs présentations autour du monde sur ce sujet de recherche. J'ai aussi fait une autre présentation de ces mois. Évidemment, à ce moment-là, j'étais pas marié, puis je suis marié, tu peux voir que tu t'es meilleur avec mon apparence. Donc, mais ça, c'est un projet que j'ai fait en département du maths. Mais à ce temps-là, je savais que j'aimais beaucoup de maths, j'aimais beaucoup de physique, mais j'avais aucune idée de ce que je voudrais faire avec ma vie. Donc, j'ai décidé, bon, ça c'est la parfaite opportunité de commencer en doctorat. C'est en blague, c'était en décision vraiment terrible. Mais j'ai commencé mon doctorat en département du génie civil à Duke, en, en grande université aux Carolines du Sud. Ils viennent du Pearl en basketball hier soir ou le soir avant-hier, donc quel dommage pour eux. En tout cas, j'ai fait mon doctorat pendant 2 ans à l'université de Duke en génie civil, vraiment en le partie numérique, la simulation numérique de Fractal. Mais après 2 ans, j'ai réalisé que ma décision à commencer en doctorat à ce temps-là n'était pas un bon choix. Donc, j'ai quitté le programme après 2 ans avec une maîtrise. Ça m'a amené à Montréal. Donc, ma femme et moi, on a décidé de déménager à Montréal. Elle vient de la République tchèque, je viens du Caroline du Sud. Donc, qu'est-ce que c'est entre les deux? Ben, c'est Canada. Elle parle bien français. Donc, on a décidé de déménager à Montréal, où j'ai commencé mon maîtrise il y a 5 ans à l'Université de Montréal dans le département de physique. J'ai repris l'astrophysique. Je deviens un membre du CRAC, le Centre de recherche en astrophysique du Québec. Je suis dans le groupe le labo de Julie Hlavacek-Laurando, vraiment l'experte dans le monde sur le trou noir supermassif en mathématiques galaxie. Je vais parler de mon recherche en quelques minutes. Donc ça, c'est une image de notre grande équipe du CRAC à notre rencontre annuelle. Et ça, c'est moi juste en arrière. Donc,
OK, on peut commencer à discuter, pas sur moi, mais sur mon sujet de recherche, ou un de mes sujets de recherche, c'est les amas de galaxies. Donc, qu'est-ce que c'est les amas de galaxies? J'ai besoin de commencer avec une belle image parce que c'est l'astronomie, on a beaucoup de belles images. En fait, ça c'est une image avec trois composants. En bleu, on a le photon qui est super énergétique parce que il vient d'un gaz extrêmement chaud. C'est le milieu entre amas que j'ai marqué ici avec une température environ 10 degrés, 10 milliards de degrés Kelvin ou Celsius. À cette température-là, ça n'importe pas. Donc, on voit le multiples composants des amas du galaxie, le gaz extrêmement chaud, le galaxie lui-même, et puis il y a des autres structures dans les autres longueurs d'onde qui ont important, mais pas pour nous maintenant. Mais les amas du galaxie en général, c'est un amalgame, une conglomération de centaines ou milliers de galaxies avec une masse qui est vraiment extrême. Je peux te donner un petit, garder un chiffre en tête. M, c'est M au dot, c'est M solaire, c'est-à-dire la masse de notre Soleil. Donc, la masse d'un amas de galaxie est 10 à la 14 à 10 à la 15 fois la masse de notre Soleil. Donc, ces choses-là sont extrêmement massives. Ils sont une des structures les plus massives dans l'univers. Et la majorité du masse dans l'amas de galaxie est intéressant parce que c'est pas dans la forme du gaz, des étoiles, ou du planète. La majorité du masse est sous la forme du matière sombre, un mot-clé pour les astronomes. Moi, j'étudie le masse, le milieu entre amas, c'est-à-dire le gaz qui est extrêmement chaud, qui a la majorité du masse baryonique, c'est-à-dire le masse qu'on peut voir, qu'on peut observer directement, et pas la matière sombre. Donc, comment observons-nous les amas? On va prendre mon observatoire préféré, le Chandra X Observatory, qui est mené aux États-Unis par NASA. Le Chandra X Observatory prend des images de n'importe quel objet astronomique en rayon X, c'est-à-dire le photon super énergique. Chandra est un observatoire spatial, c'est-à-dire que c'est dans l'espace. C'est parce que en fait, c'est impossible d'avoir un observatoire en rayon X sur la Terre à cause de notre atmosphère. On aime l'atmosphère, c'est vraiment bon, mais c'est vraiment épouvantable pour les observations en rayon X. Donc, on a lancé, NASA a lancé il y a 20 ans, le Chandra X Observatory. Ici, j'ai une image de l'un des amas du galaxie le plus proche à nous, qui est vraiment bien connu parmi les astronomes qui étudient les amas de galaxie, qui s'appelle le Perseus Galaxy Cluster. Et qu'est-ce qu'on voit quand on regarde en amas de galaxie avec un observatoire? On voudrait observer le spectre du galaxie, c'est-à-dire si on prend une petite partie de notre galaxie et je vois le spectre, c'est-à-dire je vois le signature énergétique de la partie que j'observe, je dois distinguer entre les métaux différents dans le gaz, par exemple, ou les autres phénomènes physiques qui vont émettre des photons qu'on peut observer dans le monde du galaxie. Dans un monde parfait, je vois ça. Mais on n'habite pas dans un monde parfait. Le Chandra X Observatory est vraiment excellent et incroyable comme un observatoire, mais bien sûr, il y a des limitations. Donc, ce qu'on voit, c'est plus comme ça. Et voir ici, chaque petite croix, c'est un compte, c'est vraiment la sommation du compte qu'on voit dans chaque bin d'énergie. Ça, c'est pas important. La chose importante est que on veut voir ça, on voit ça au lieu de ça. Il y a deux raisons, mais il y a une raison principale, et ça c'est le goal, le but principal de ma recherche, c'est que quand on observe n'importe quoi en astronomie, mais certainement en astronomie de haute énergie, comme ça, comme les amas du galaxie, c'est vraiment difficile à traduire ce qu'on voit pour quelque chose qu'on peut mesurer. Donc, on a des détecteurs sur les observatoires qui font ça pour nous, mais il y a une réponse entre ce que l'observatoire voit, le télescope voit, et ce que le télescope mesure. Il y a un petit changement dans ça. On va discuter ça en quelques minutes, mais ça nous amène à mon premier projet en l'intelligence artificielle. Donc, j'ai une question pour toi.
si j'ai une boule de gaz extrêmement chaude qui émet des photons rayons X, et si le monde est parfait, je veux voir un petit signature de gaz comme ça, en gaussien qui est vraiment beau. Excellent. Mais qu'est-ce que ça arrive si j'ai plusieurs gaz? OK, puis si je peux distinguer toutes les gaz, je peux voir toutes les signatures du gaz. Mais ça arrive jamais, malheureusement, parce que ces objets sont extrêmement loin de nous. Donc, quand on l'observe, par exemple, ces boules de gaz avec un télescope comme Chandra, on voit juste une grande boule de gaz avec une composante qui est l'addition de toutes les plusieurs composantes. Donc, c'est une question pour nous qui est difficile à résoudre, mais intéressante scientifiquement. Combien de composants, donc combien de bulles de gaz est-ce qu'on a dans une image? Donc, est-ce qu'on a vraiment une boule de gaz grand, massif, ou est-ce qu'on a plusieurs boules de gaz qui sont additionnées pour avoir le signature final? Et c'était mon premier projet avec l'apprentissage automatique. On a entraîné, après un an, finalement, on a entraîné un random forest classifier, en arbre aléatoire, pour nous dire combien de composants est-ce qu'on a dans un spectre. Donc, si tu me donnes un spectre comme ça, je peux te dire, OK, tu vas avoir probablement, avec une probabilité certaine, 2, 3, 4, n'importe quelle bulle du gaz. Donc, c'était mon première introduction à le réseau de neurones, ou pas le réseau de neurones, mais l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique. Pardon, c'était le mot que j'ai manqué. Comme j'ai dit, il y a des autres problèmes. L'autre problème est que quand on voudrait voir ce que se passe vraiment, qu'est-ce que c'est le vrai physique qui arrive dans l'espace, qui est dans les amas de galaxies, on sait que théoriquement, avec quelque chose, on peut voir un spectre, un signature électronique énergique qui doit ressembler à ça, mais on a des détecteurs imparfaits, donc ce qu'on voit est un curve comme ça. On peut faire beaucoup de choses avec un curve comme ça, on peut fitter des lignes, des modèles, mais il y a des limitations. Ce qu'on veut vraiment serait cette image-là. Mais on n'a pas ça. Comme j'ai dit, on a l'observation avec le spectre qu'on observe, qui est ici. On sait comment le télescope fonctionne, donc on comprend bien la réponse entre le télescope et les observations qu'on fait. Donc, on voudrait tirer l'observation ou vraiment le spectre. Donc, pas l'observation, mais le vrai physique, le vrai spectre, le vrai signature énergique. On a essayé plusieurs choses et ça, c'est pas un problème facile. On fait ce qu'on utilise, on utilise un Recurrent Inference Machine, c'est une nouvelle technologie en apprentissage automatique qui résout un problème itérativement, qui utilise un mélange entre le neurone convolutif ou le couche convolutif et le couche avec le réseau de neurones récurrent et pour nous, ça nous aide à résoudre ce problème-là. On est en train de finir le papier. C'était presque 12 ans du travail pour finalement trouver ce bon algorithme qui est nouveau dans le domaine de l'apprentissage automatique. Nous sommes le premier groupe à l'utiliser pour faire un problème comme ça. Donc, c'était vraiment une exploration, mais on est en train de finir ce problème-là. Et juste pour te donner un exemple, dans ma vraie recherche, ça c'est une de ces spectres ou les signatures énergétiques qu'on observe en réalité avec le télescope Chandra dans le de galaxie. On veut avoir le vrai spectre qui décrit le vrai physique sans les réponses du télescope. Et ce qu'on a, quand on utilise notre Recurrent Inference Machine pour tirer ce true spectre, ce vrai spectre, on a ça en tiré, tu peux voir que c'est assez bon, il y a un petit problème ici, mais ça c'est pas un grand problème, on résout ça. Mais tu peux voir après 2-3 ans du travail, on a finalement réalisé ce projet, qui est un vraiment grand projet. Mais on a besoin de prendre un petit peu avec mes chefs
j'ai pas travaillé uniquement sur ces projets-là, j'ai travaillé sur un autre projet avec un groupe de chercheuses au Télescope Canada-France Hawaii, aux États-Unis. J'ai passé 6 semaines là, il y a presque 2 ans, juste avant la pandémie, et on a travaillé sur l'apprentissage automatique pour nous aider de modéliser spectre de galaxies et le restant supernova et le nébuleuse planétaire. C'était vraiment bon pour nous. On a fait plusieurs papiers. La raison que je mentionne mes chats est parce que on a plusieurs logiciels qu'on a créés qui sont des logiciels libres sur GitHub, qui sont disponibles à tous les membres. Et je déteste le nom, les acronymes en astronomie, ils sont toujours vraiment difficiles à suivre. Donc, j'ai nommé tout le logiciel des méchants. Lucy, on a un autre qui s'appelle PomPom. Voilà. Donc, la dernière chose que je voudrais discuter avec vous, c'est quelque chose en plus interdisciplinaire. Je préfère penser à ça en peu de science avec les amis. Donc, j'ai des amis hors du domaine astrophysique. Oui, je sais, quelle surprise. Mais j'ai des amis à UQAM qui travaillent sur la psychologie politique. Et on a parlé pendant on a pris une bière un soir, juste avant la pandémie, mais juste après la pandémie. C'était sur Zoom, donc il n'y a pas. On a pensé, est-ce qu'il y a une façon d'estimer, de deviner avec l'apprentissage automatique si un pays va faire un stay-at-home order ou pas? Donc, c'était le problème. Est-ce qu'on peut utiliser un réseau de neurones, n'importe quoi, algorithme d'apprentissage automatique pour déterminer si un pays va instaurer ou faire un stay-at-home order? Et ce qu'on a fait, on a utilisé un réseau de neurones, on a utilisé des autres algorithmes, et ce qu'on a trouvé est que oui, en fait, c'est possible de deviner avec assez de certitude si un pays va faire cet ordre-là ou pas. On a utilisé les informations, les données économiques, sociaux, de santé, politique pour déterminer ça. Mais la chose importante de tirer de cette diapo-là est que c'est un problème où j'ai juste parlé, juste en jasant avec des amis, on a pensé à un problème qui était complètement hors du ma domaine. C'était pas évidemment l'astronomie, mais on a utilisé l'apprentissage automatique pour vraiment attaquer ces problèmes-là. On vient de publier un article sur ça, on est en train de créer un deuxième article. Donc, c'est juste un exemple où j'ai eu l'occasion de faire l'apprentissage automatique dans un autre domaine qui était complètement différent à la mienne. Je pense que j'ai parlé assez, donc je vais m'arrêter et dire un grand merci. Et si vous avez des questions après la prochaine présentation, je serai ici. Donc, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup, Carter. C'était super intéressant comme présentation. Je vais maintenant passer le micro à Saïd, si tu veux nous partager ton écran. Puis, comme Carter le mentionnait, on va prendre toutes les questions à la fin. Donc, écrivez-les à quelque part, si vous n'avez pas d'oublier. Puis, je vous invite à rester pour la discussion. OK, merci Thierry. Est-ce que ça marche maintenant? Vous voyez mon écran? Oui, on t'entend puis on te voit. Puis on voit ta présentation. Bonjour tout le monde. Merci une autre fois à Thierry et à l'équipe Ivado. Je vous remercie tout le monde en avance déjà pour patienter avec moi parce que vous allez noter que le français, c'est ma quatrième langue, cinquième, chronologiquement quatrième. Je suis à l'accord en ingénieur. J'ai étudié génie en mécanique. J'ai travaillé quelques années comme ingénieur et puis peu à peu je me suis trouvé intéressant sur le sujet de développement durable et
finalement, j'ai étudié développement durable et je suis venu à l'Université de Montréal pour continuer mes études en développement durable. Je vais aujourd'hui présenter un sommaire très bref de mes études doctorales où j'ai essayé à modéliser un problème de coopération, en fait, de l'émergence de coopération dans un contexte de développement durable. Je vais expliquer pourquoi, c'est quoi mon problème et pourquoi c'est un problème multidisciplinaire ou hybride. Et puis, je vais présenter mon approche, les sous-modèles que j'ai utilisés et finalement les conclusions de ma recherche. OK, mais le problème, dans le domaine de développement durable, il y a plus de problèmes où il y a une ressource en commun et il y a plusieurs utilisateurs ou plusieurs parties prenantes. Et en fait, le problème de développement durable se traduit dans un problème d'action collective. Et il y a souvent un agent de gouvernance au gouvernement aussi. Et donc, il y a un défi de comment gérer les différentes parties prenantes vers des actions qui en fait, les actions vers la durabilité de ressources que tout le monde utilise. Ça applique dans plusieurs contextes, comme par exemple les ressources marines, les ressources forestières, même le changement climatique, si on considère la capacité atmosphérique pour absorption de carbone comme une ressource partagée. On peut imaginer plusieurs d'autres exemples. Et quelques questions émergent. D'abord, est-il possible que sans force et sans incitations financières, est-il possible de motiver les jeunes pour faire l'action comme on dit, le comportement éco-responsable? Et aussi, une autre chose est que il y a beaucoup d'incertitudes dans ce type de problème, comme même si la société coopère avec le gouvernement, il n'est pas certain que le résultat de cette coopération serait bon pour l'environnement. Donc, ça, c'était comme le cadre général qui m'a donné mon curiosité. J'ai spécifiquement essayé à traduire cette curiosité dans un contexte d'infestation forestière. J'ai trouvé les données d'infestation de forêt de l'Ouest du Canada en Colombie-Britannique par Mountain Pine Beetle, Dendroton d'Opan. Et là, j'ai défini un problème qui est en fait à côté écologique parce que c'est un processus de propagation des infestations, mais aussi dans un autre côté, c'est un problème humain parce qu'il y a une structure sociétale et une structure gouvernance qui gère les forêts. Et puis, j'ai essayé à imaginer, parce que dans ce type de problème, nous n'avons pas le luxury de faire les expériments, parce qu'il y a une forêt. Et comme imaginez que nous pouvons faire une expérience et ça ne marche pas bien, mais oups, perdu la forêt, good luck la prochaine 200 années après que la forêt
se revitalise, mais ce n'est pas une option. Donc, ce que nous pouvons faire est ici développer les modèles et faire les expériences hypothétiques dans le modèle. Et ça, c'est où la côté intelligence artificielle entre dans mon travail. Donc, j'ai imaginé un système écologique dans le changement, un système social dans son propre développement dynamique et en interaction avec le système écologique. Et puis, j'ai imaginé comme une intervention hypothétique que dans le système social, il y a une motivation pour arrêter ou contrôler la propagation des infestations par couper les forêts avant que les insectes ou les infestations arrivent là. Et ça pourrait être une tâche énorme, c'est-à-dire plus grande que le gouvernement peut faire ça seulement. Donc, dans ce contexte hypothétique, le gouvernement a besoin de l'aide de parties prenantes qui sont les utilisateurs de forêts pour faire ça. Donc, finalement, j'ai précisé ou formulé mes questions de recherche. Est-ce qu'il est possible pour le gouvernement, dans un tel contexte, d'encourager les usagers sans force, sans incitations financières à collaborer avec le gouvernement? Et même si le gouvernement réussit à encourager les usagers, est-ce que cette action hypothétique que j'ai considérée va sauver la forêt? Et qu'est-ce qui va arriver si une partie des usagers coopèrent avec le gouvernement et une autre partie ne font pas ça? OK. Mon approche générale était comme diviser, conquérir, mais puis réintégrer. En fait, ce que j'ai fait, parce que ce problème est un problème avec beaucoup de complexité, donc j'ai essayé de simplifier, j'ai séparé mes questions dans une étude sociale et une autre étude écologique. Dans l'étude sociale, j'ai modélisé l'émergence de coopération. Dans l'étude écologique, j'ai modélisé les infestations forestières. Et puis, ces deux modèles que j'ai développés sont en interaction les uns avec les autres. Tel que le modèle social, considérant que les agents de modèle social sont les utilisateurs de ressources écologiques, le modèle social change le landscape ou le paysage de modèle écologique. Et puis, la dynamique de modèle écologique change les paramètres de décision de modèle social, c'est-à-dire le coût des opérations ou l'état de santé de la forêt. Et on va voir comment ça va se réaliser dans une simulation. Donc, d'abord, je vais rapidement parler de mon modèle écologique. Ça, c'est un modèle spatial où j'ai utilisé les techniques d'apprentissage machine supervisé, c'est-à-dire j'ai entraîné mon modèle. En fait, j'avais deux modèles, un modèle de régression logistique et un autre modèle de régression avec random forest ou forêt aléatoire. Et j'ai utilisé des données observées pour paramétriser mes modèles. Et puis, j'ai utilisé mes modèles qui étaient paramétrisés pour faire des projections de futur. Et finalement, j'ai comparé les projections de mon modèle avec les données d'observation des années futures, en fait, quelques années après le début de simulation. Et ça, c'était le premier article de ma thèse. En fait, les premiers deux articles étaient dédiés à cette partie.
Mais je vais continuer à modèle social rapidement parce que c'est plus à propos de ça que je vais parler. Ici, j'ai utilisé une autre méthode d'apprentissage machine ou apprentissage automatique qui s'appelle apprentissage par renforcement ou en anglais reinforcement learning. Mon problème ici, en fait, le cadre de mon problème ici est que j'ai un agent de gouvernement et j'ai plusieurs agents des usagers ou des utilisateurs de ressources. Considérer que ce problème est un problème abstrait, je ne considère pas le système écologique ici, juste les interactions entre le gouvernement et les parties prenantes. Je me pose la question, est-ce que le gouvernement peut convaincre les usagers à coopérer avec le gouvernement dans quelque chose dans quelques actions qui coûtent cher pour les usagers? Okay? La situation hypothétique que j'ai considérée pour ce modèle est que le gouvernement offre une étiquette d'utilisateur responsable aux usagers. Il dit que si vous faites cette action, je vous donne cette étiquette d'utilisateur responsable ou citoyen responsable. Et cette étiquette n'a aucune valeur économique, mais c'est juste bon pour se présenter dans la société. Et le choix du gouvernement est qu'à chaque itération ou à chaque pas de temps, le gouvernement peut choisir l'action désirée. Il peut choisir une action facile qui coûte rien ou une action difficile qui coûte cher. Donc, l'action la fonction du gouvernement est dans ce modèle abstrait est de générer des signaux binaires comme facile ou difficile, comme 0 ou 1, comme ça. Et les utilisateurs considèrent l'offre du gouvernement, ils considèrent aussi qu'est-ce qui va arriver, chaque utilisateur va penser, qu'est-ce qui va arriver si je prends cette étiquette? Est-ce que ça va me donner une valeur? Est-ce que ça va me donner un avantage compétitif dans la société? Et chaque utilisateur va calculer pour lui-même en fait, la valeur ou l'utilité d'avoir cette étiquette. Par exemple, si un utilisateur calcule qu'il sera la seule personne qui a cette étiquette, donc il peut conclure que, OK, ça va être quelque chose qui me donne un avantage compétitif. Mais la deuxième question est que, OK, donc peut-être que je suis la seule personne qui a cet avantage, mais est-ce que cet avantage est quelque chose valorisé ou non? Donc, il calcule continuellement la compatibilité, la valeur concurrentielle et aussi la valeur, on peut dire, essentielle de cette étiquette-là. Mais l'algorithme d'apprentissage par renforcement, c'est dans l'agent de gouvernement. En fait, ce que le gouvernement fait est qu'il génère des signaux et puis il regarde le feedback des usagers et selon le feedback qu'il reçoit, il change son règle de génération de signal. Donc, automatiquement, il essaye, c'est pour ça que cette approche s'appelle apprentissage par renforcement et pas apprentissage supervisé, ni apprentissage non supervisé, parce qu'il y a une forme de supervision, correction, mais ce n'est pas par moi, ou modélisateur, qui fait la supervision, c'est l'algorithme lui-même qui fait ça. OK.
Ici, vous voyez l'un des algorithmes que j'ai utilisé. Le partie principale est aussi, en fait, le boucle que vous voyez ici. Cet algorithme s'appelle Double Sarsa. En fait, le principe de base de cet algorithme est qu'il y a un S ou état qui est en fait le pourcentage ou la proportion des usagers qui coopèrent avec le gouvernement. Il est l'objectif du gouvernement d'avoir une proportion fixe de coopération et ça sera l'état final ou l'état terminal. Pendant qu'on ne se trouve pas dans l'état terminal, le gouvernement va générer une action en utilisant quelque chose que dans la littérature de l'apprentissage automatique ou apprentissage par renforcement s'appelle politique ou en anglais policy. La policy est quelque chose qui définit une action A pour chaque état S. Et dans les algorithmes d'apprentissage par renforcement, il y a aussi une fonction Q qui donne une valeur pour faire une action ou prendre une action dans chaque situation ou dans chaque état. Donc, pour chaque paire d'états-actions, il y a une valeur Q. Et ce que l'algorithme fait est qu'il répète ces actions et en répétant ça, il met à jour la fonction Q. En utilisant Q, il en fait, règle la politique de décision et ils essayent d'arriver à une action optimale. J'ai essayé 6 algorithmes d'apprentissage par renforcement et pour chaque algorithme, j'avais différents paramètres dans mon modèle. En fait, chaque algorithme, j'avais 810 combinaisons de paramètres de problèmes et aussi de paramètres de réglage d'algorithmes. Pour chaque combinaison, en fait, pour chacun de ces 810, j'ai fait 50 exécutions stochastiques pour considérer la stochasticité, les effets stochastiques. Et pour chaque exécution, j'ai roulé le boucle que j'ai montré 4000 fois afin d'arriver à une règle de décision optimale. En fait, afin d'arriver à une règle de décision qui ne change pas. Donc, c'est assez optimal. Et donc, mon modèle a généré comme une masse énorme de sorties. Donc, la prochaine question était comment je vais interpréter les résultats. Le résultat, quand je parle de résultats, comme mon sortie principale était la proportion des usagers qui décident de coopérer avec le gouvernement. Idéalement, ça doit être comme 100%, une proportion complète, mais plus réalistiquement, ça serait 0 parce que pourquoi payer pour quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Donc, d'abord, j'ai essayé de faire un histogramme. Je n'ai pas trouvé une information remarquable dans cela. Et puis, j'ai essayé de penser, OK, il y a un grand nombre d'exécutions. Je dois séparer ça. J'ai essayé de séparer les paramètres de problème et les paramètres de solution. Les paramètres de solution sont le choix d'algorithme, les paramètres de calibration d'algorithme. Les paramètres de problème sont comme, par exemple, les paramètres par exemple, les critères de décision des usagers que j'ai utilisés. Et avec ça, je crée un heatmap. Ça m'a aidé à plus bien voir le résultat de mon travail, mais c'est pas assez aidant encore, en fait, parce que ça, c'est juste le note final, le score final de chaque exécution. Mais j'ai réalisé que, OK, pour chaque combinaison de paramètres de problème, je dois calculer le rang de
de sortie. Ou, en fait, ce que j'ai créé est un deuxième heatmap qui me dit dans chaque combinaison de paramètres quel est le modèle, dans chaque combinaison de paramètres de problème, quelle est la combinaison de paramètres de solution qui m'a donné le meilleur résultat. Avec ça, j'ai réussi à faire un choix des algorithmes qui m'ont donné le bon résultat, notamment Double SARSA et Double Expected SARSA. Je peux vous expliquer qu'ils sont après. Et j'ai fait un autre test qui j'aimais finalement. J'ai comparé le résultat de mes algorithmes avec une baseline, comme scénario de base qui était un scénario où l'agent de gouvernement n'a pas mon algorithme d'intelligence artificielle. Par contre, il fait juste les actions aléatoires. Donc, j'aimerais savoir que mon algorithme marche plus bien qu'une action aléatoire. Et en fait, ça, c'est ce que j'ai vu. Le plot que vous voyez ici, en fait, dans ce plot, j'ai divisé mes exécutions selon le critère de décision des agents utilisateurs. Comme le paramètre de critère, c'est mu que j'ai choisi. Un mu bas dit que les usagers sont comme easygoing, laissez passer. C'est pas grave, OK, on va coopérer avec le gouvernement et voir qu'est-ce qui va arriver. Et une valeur mu plus élevée, comme 0,7, montre ou dit que les usagers sont très stricts. Il faut vraiment être sûr que quelque chose est bien pour eux avant qu'ils font ça. Et ce que j'ai vu est que dans le cas où le critère de décision des usagers ne sont pas élevés, il n'y a pas une grande différence dans mon algorithme d'intelligence artificielle et le scénario de base aléatoire. Mais plus que le critère devient plus strict, c'est-à-dire plus cher, il faut payer ou il faut prendre l'action, on voit que d'abord, la proportion de la coopération devient moins et moins, mais on voit une différence remarquable entre les algorithmes d'intelligence artificielle et le baseline aléatoire. Donc, ça montre que oui, il est possible d'encourager avec un bon algorithme, encourager une coopération dans les usagers. Puis, Saïd, pardon, juste t'interrompre rapidement. C'est possible d'essayer de terminer la présentation dans 3-4 prochaines minutes pour qu'on aille un peu de temps pour les questions. Super, merci. 5, s'il te plaît. OK. Dans l'étape finale, j'ai couplé mon modèle social et écologique. Pour ça, j'avais un peu de problème technique parce que le modèle écologique était développé dans un environnement différent que le modèle social. Et comme les deux, ils étaient complètement indépendants. Donc, ce que j'ai fait, j'ai développé un mécanisme que j'appelle flip-flop, où le modèle écologique commence à marcher et puis il envoie un message à un modèle social et le modèle social a besoin de ce message. Ce message inclut le coût d'action, en fait. Donc, le modèle social, une fois qu'il reçoit ce message, il utilise ça dans cette simulation et il va générer les actions et il va envoyer ces actions à un modèle écologique
qui va appliquer ces actions dans le changement de paysage de modèle écologique. Cette boucle va continuer. Donc, chacun va marcher, arrêter, attendre pour les autres et puis continuer. Pour ça, le nom flip-flop. J'ai aussi créé différents scénarios pour le modèle couplet. Le scénario qui était plus important pour moi, c'était le scénario que j'appelle sagesse, où en fait, le modèle que j'ai expliqué dans le parti social marche. Les autres scénarios que j'ai définis sont pour comparaison avec le scénario sous-geste. L'un est business as usual ou rien faire. Un autre est on force où, en fait, il n'y a pas aucun choix pour les usagers. Il doit il doit faire ce que le gouvernement veut. Et finalement, un scénario random. Une autre chose que j'ai fait, parce que je vois le résultat, et donc j'ai réalisé que peut-être il faut préparer la société avant que je couple les deux modèles. Les résultats que j'ai trouvés sont summarisés dans les cartes que vous voyez ici. Les scénarios sous-geste sont en bas et random en haut. Et le couleur montre le pourcentage des infestations qui restent dans le paysage. Mais, OK. Et aussi, une autre sortie de mon modèle était évidemment la coopération des usagers avec le gouvernement que vous voyez dans cette graphe. Plus on prépare la société pour l'action, plus la coopération. En fait, aussi, on voit qu'en général, le scénario sous-geste fait une performance meilleure que le scénario random. Et finalement, j'ai présenté ici le parti de la forêt qui était sauvé en vert et le parti qui était coupé en brun et le parti qui reste infesté en gris. Ça, c'est le scénario business as usual. Celui est en force. Donc, oui, on va sauver la forêt, on va arrêter les infestations, mais le coût est qu'il faut perdre comme plus que 70% de la forêt. Mais ces deux scénarios nous donnent une fenêtre pour comparer le résultat de scénario sous-geste. Finalement, le mot final est que oui, il est possible de créer un modèle qui nous permette de simuler la dynamique d'un système complexe, mais le défi est comment interpréter le résultat avec un choix bon de tests et de scénarios. Il est possible d'encourager un comportement éco-responsable, mais ça prend temps à se former. Il est possible que le système écologique change avant que le comportement éco-responsable émerge dans la société. Ça donne d'autres problèmes intéressants à étudier. Donc, merci. Merci beaucoup pour la présentation. Encore une fois, ça a été très intéressant. Maintenant, on va inviter les gens à peut-être poser des questions par écrit dans le chat, puis on pourra les lire quand on va les recevoir. Mais je vais commencer, puis ça s'adresse donc à Carter et à Saïd. On se demandait, dans le fond, dans vos expériences, l'interdisciplinarité, puis travailler dans des équipes qui sont pas tout le temps dans notre département, ça vient que des défis. Puis aussi, vous devez amener souvent, j'imagine, une expertise qui est pas présente dans le laboratoire. Donc, comment on fait pour aller à la rencontre des gens, puis rejoindre une équipe pour travailler sur un problème? Par exemple, ce que vous nous avez présenté, qui est autour de vous dans vos laboratoires, puis comment vous êtes arrivé où vous en êtes en ce moment?
OK, je vais commencer. En fait, ça, c'était une partie très difficile de mon travail parce que j'ai j'ai un background en génie, mathématiques et programmation. J'ai étudié, ma directrice travaille sur les forêts, donc je me réussi à familiariser avec le parti écologique, mais le parti social était vraiment quelque chose de nouveau pour moi. Et en fait, la première fois que j'ai écrit mon article de mon modèle social, mon article était comme très brutalement rejeté. Mais ça me donnait, en fait, juste pour retourner à ta question, mon essai à me familiariser avec le sujet que j'avais pas connaissance était que j'ai essayé à écrire mon article, j'ai envoyé mon article, et puis j'ai reçu un feedback comme un peu désespoirant, mais aussi très informatif, qui m'a donné quelques mots clés. Et en fait, ça m'a aidé beaucoup. En fait, j'étais content de recevoir ce feedback parce que ça confirmait pour moi que, OK, donc quelque chose que j'ai pensé, c'est quelque chose que les autres personnes ont aussi étudié ou justement ne savaient pas le nom. Un autre, donc ça, c'est comme la façon difficile. De façon facile, si vous êtes extrovert, bien sûr, de parler avec d'autres personnes, surtout si vous êtes dans une université comme l'Université de Montréal où il y a plusieurs départements concentrés dans le même campus. Donc, ça, c'est une opportunité que vous devrez prendre, présenter votre travail et laisser les autres étudiants parler avec vous et donner critique à vous. Et ça, pour moi, en fait, je dois remercier mes collègues aussi, les autres étudiants dans le département de géographie qui m'ont donné leurs idées. Donc, il faut être un peu proactif pour créer la communication. Oui, je dirais que je suis d'accord. Pour moi, c'était un peu différent. J'ai pas fait une collaboration interdisciplinaire avec des autres gens à l'Université de Montréal. Ces projets-là viennent de mes amis aux autres universités où je donne la vie. Donc, comme j'ai dit, je travaille avec quelques gens à l'Université du Québec à Montréal. Je travaille avec des gens sur un projet similaire en psychologie politique à l'Université du Freiburg en Allemagne. En fait, j'ai pris quelques cours en Allemagne, la langue, et je me suis rencontré l'autre gens dans ce projet pendant ce cours-là. Donc, c'était juste par complément de coïncidence. Mais pour moi, c'est vraiment juste de discuter ta recherche et des choses qui t'intéressent avec des autres gens. Dans les autres domaines, il y a toujours des liens que tu peux faire. Il existe partout, dans tous les domaines. Là, je pense que tu as deux réponses qui est intéressante. Là, en effet, je pense, comme ça a dit, il y a des façons peut-être plus difficiles là, de recevoir de la critique, mais juste s'ouvrir là, aux interactions puis au point de vue des autres. Quelque chose qu'on anticipait aussi là, de notre côté, des fois, ça peut être difficile de mettre de l'avant ses compétences quand on travaille avec des gens qui ont peut-être pas le même background que nous. Je pense à vous, par exemple, qui avez un background d'ingénieur. Quand vous avez appliqué dans votre programme universitaire, est-ce que c'était bien vu? Est-ce que vous aviez à justifier? Comment on met de l'avant son parcours quand il est aussi éclaté? Je sais pas, au début, si ça va. Donc, quand j'ai appliqué à l'Université de Montréal pour continuer mes études en astrophysique, c'était bon que j'ai déjà un bac en astronomie. J'ai parlé beaucoup sur cette topic-là avec ma directrice de recherche. Donc, elle m'a dit que oui, c'était bon que j'ai eu un background en astronomie, mais c'était plus intéressant pour elle, c'était meilleur vraiment pour elle que j'ai un fond en programmation et en maths.
Donc oui, c'est important d'avoir une connaissance. Vraiment, c'est plus important d'avoir un intérêt en quelque chose, entrer en quelque chose. Mais c'était pas nécessaire d'avoir un background en astronomie, par exemple, pour joindre nos groupes. C'est vraiment juste l'entrée en astronomie, un peu de background en physique, du maths, programmation, l'intelligence artificielle. J'espère que ça répond à ta question. Oui, non, en effet, c'est quelque chose qu'on entend souvent de la part des professeurs, qu'ils cherchent des étudiants qui sont comme investis ou motivés par les questions, mais des fois, en tant qu'étudiant, on ne sait pas sur quelle question on veut travailler non plus, là. Toi, Saïd, est-ce que tu as eu une expérience différente ou similaire à Carter pour appliquer dans ton programme? Euh, je, euh, je pense que mon expérience était très similaire à Carter. Peut-être que la partie différente était que je viens d'un côté non académique. J'ai travaillé quelques années comme ingénieur et avant de retourner à l'université, mon job était de donner conseil dans politique de développement des énergies renouvelables dans un pays en voie de développement. Dans mon travail, j'avais ce type de questions que j'ai présenté au début de ma présentation où il y a un problème qui a besoin d'une action collective, mais tout le monde pense que pourquoi moi je dois faire ça. En fait, dans mon cas d'intérêt, le développement des technologies des énergies renouvelables, c'est quelque chose comme ça. Comme, on expecte que quelqu'un paye pour la recherche, okay? Mais tout le monde reste à dire, OK, comme par exemple, les Européens attendent que les Américains payent pour leur recherche et les Américains attendent que les Allemands payent pour leur recherche. Donc, c'est un problème comme ça. Et donc j'avais une inquiétude qui a défini la base de mon problème. Quand je suis allé à l'Université de Montréal, j'ai fait ma deuxième maîtrise ici en développement durable, qui était essentiellement interdisciplinaire, et on a apprécié comme on apprécie les étudiants qui viennent de tous les domaines. Et puis, j'ai trouvé une professeure qui fait la modélisation et j'ai parlé avec elle, ma directrice maintenant. Et pour elle, sa background était différente que moi. Comme j'ai mentionné, elle a plus travaillé sur le système écologique, foresterie. Mais pour elle, ce qui était important était mon connaissance de programmation, en fait, le parti mathématique et analyse. Elle a dit que, OK, si tu es capable de faire ça, tu vas apprendre le nouvel contexte et tu vas appliquer la même chose dans ce nouvel contexte. Et en fait, il était nécessaire d'apprendre plusieurs nouveaux contextes parce que le problème que j'avais choisi était pluridisciplinaire. Donc, c'était pas confortable d'étudier plusieurs choses, mais c'était nécessaire pour mon parcours. Super, merci. Si je me permets, je vais poser une question rapide. Je pense que ça peut être répondu en 30 secondes assez rapidement, étant donné qu'on approche de la fin. Peut-être à vous deux, si vous avez les deux fait un changement assez drastique, Carter pour le génie civil vers astrophysique, Saïd est parti des génies mécaniques vers le génie conseil vers développement durable. Est-ce que vous diriez que ce moment-là, ça a dû être difficile de faire ce changement-là? Est-ce que vous avez l'impression que vous auriez pu être aussi heureux aujourd'hui si vous n'aviez pas fait ce changement-là? Est-ce que vous avez l'impression que malgré la difficulté du choix, comme ça a été en s'améliorant à partir de maintenant? Tu peux aller, Saïd. Moi, c'est une bonne question. J'ai pensé à ça souvent. Ce que je peux dire est que plus on sait
les différents domaines de sciences, domaines de recherche, plus facile on peut décider, on peut faire les décisions. Donc, j'encourage tout le monde qui est à l'étape de faire cette décision, de participer dans les événements comme cet événement Nivado et apprendre et voir qu'est-ce que les autres personnes font. Et j'encourage les personnes qui sont professionnelles ou qui sont chercheurs spécialistes de générer le contenu pas seulement pour les spécialistes, mais pour l'audience publique, tel que les personnes qui cherchent à se familiariser avec les différentes orientations peuvent utiliser leurs expériences. C'est une super bonne réponse, Carter. Puis ça va être le mot de la fin après ça. Pour moi, c'était un peu différent. Comme j'ai dit, j'ai commencé en doctorat en génie civil pendant 2 ans. Je ne l'ai pas complété, évidemment. Je suis pas en doc en génie civil. Mais j'ai quitté avec ma maîtrise. Et pour moi, la décision de quitter un programme du PhD était difficile. Mais je pense que c'était une vraiment bonne décision pour moi. Et ça répond à ta question parce que je trouve que les choses que j'ai apprises pendant ces 2 ans sont super utiles maintenant pour ma recherche. Fait que la connaissance en l'apprentissage génétique, c'est mon premier vue de l'apprentissage génétique. C'est la première fois que j'ai entendu cette phrase vraiment appliquée aux sciences, pas juste dans le news, tout ça. Donc pour moi, c'était vraiment une bonne expérience et j'utilise les outils que j'ai appris souvent dans ma recherche. Je pense que pour moi, j'ai super heureux que j'ai essayé de faire quelque chose de différent, que j'ai décidé que c'était pas pour moi et que j'ai retourné à l'astronomie. Je m'excuse, je sais que my time is up, but j'ai oublié de dire, moi aussi, je suis très contente d'avoir fait ça. Parce que je pensais que ça semble que it sounds comme je dis ça avec regret. Non, mais je sais, je pense que ça devrait arriver comme si je retourne ma vie, plus ou moins la même trajectoire devrait arriver parce que la curiosité me dirige vers la même trajectoire. Ouais, bon, on a vu ton enthousiasme pour ton sujet puis pour la discussion. Ça paraît dans vos voix puis dans vos sourires. Merci à tout le monde qui était présent. Ceux qui voudront revoir la discussion, ça va être sur la chaîne YouTube bientôt. Puis merci encore une fois à Saïd puis à Carter